John Cena encore absent à une semaine de son match face à Randy Orton, ouais, ça n'aide vraiment pas grand monde. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 2 mai 2025. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le show va s'ouvrir avec LA Knight qui veut son rematch pour le titre de champion des États-Unis. Il pense le mériter et pourtant, il n'a obtenu qu'un combat pour devenir challenger numéro 1. Il s'en prend aux membres de la Bloodline et se plaint de la situation et s'en prend également à Damien Priest qui a fourré le nez dans son business. Ce dernier va l'interrompre et explique que c'est simplement une histoire de mauvais timing. Priest dit qu'il a sauvé LA Knight d'une attaque de Drew McIntyre vendredi dernier, mais Knight lui répond d'arrêter de tout mélanger. Les deux hommes vont se provoquer et vont se rappeler leur défaite du côté de WrestleMania 41. Les deux vont alors se mettre d'accord pour un match dans la foulée. Alors la promo était pas incroyable du tout, mais le match par contre entre les deux était très bon. C'est un match d'une dizaine de minutes et il était vraiment excellent. On a deux babyface et on a une superbe ambiance, un public qui réagit très bien aux deux. Les deux sont vraiment en superbe forme et font de très belles performances, donc quand j'ai vu que ce match avait été annoncé, j'étais plutôt très heureux. En plus de cela, c'est la première fois que les deux s'affrontaient en 1 contre 1, donc il y avait ce petit truc en plus qui franchement nous a donné un superbe match. Malheureusement, comme on pouvait s'en douter, le match est bon, mais on savait qu'à un moment donné, ça allait partir en cacahuète. Solo Sikoa va intervenir, disqualification. Alors les deux vont faire équipe dans un premier temps et vont s'occuper de Solo Sikoa, puis le champion des États-Unis Jacob Fatu va faire le ménage. Énorme suicide dive, énorme coup de hanche, et on apprendra donc plus tard que Jacob Fatu défendra son titre de champion des États-Unis face à Drew McIntyre, Damien Priest et LA Knight du côté de Backlash la semaine prochaine. Après ce qu'il s'était passé la semaine dernière, c'est un match qu'on attendait, il est maintenant officiel. Autant la carte de Backlash, on peut en parler et elle fait débat, là ce match-là, il fait extrêmement plaisir. Fraxium font leur deuxième match du côté de SmackDown et cette fois-ci c'est face au Pretty Deadly, un match qui va durer un peu moins de 10 minutes. La semaine dernière je vous disais que petit à petit, pour ceux qui ne regardent pas NXT, vous allez comprendre pourquoi on parle de cette équipe comme étant la meilleure équipe du monde. Eh bien c'est encore une fois une petite démonstration de leur part, même si malheureusement il va y avoir un gros problème pendant ce match. Alors que tout se passe très bien, on a un super hot tag de la part de Nathan Fraser qui va à 2000 à l'heure dans les cordes. Cet enchaînement lorsqu'il fait le springboard enchaîné avec ce DDT inversé enchaîné avec cette espèce de moonsault, c'est sublimissime, mais comme je le disais, il va y avoir un problème. Elton Prince va prendre un énorme coup sur le visage à tel point qu'il ne va même pas réussir à se relever d'un tombé de Nathan Fraser. On sent qu'il y a un gros moment de flou à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qu'il va se passer. Prince va être écarté du ring et là on se dit qu'il est temps d'en terminer. On ne sait pas trop comment réécrire cette fin de match, donc on en termine avec le Spanish Fly habituel, enchaîné avec le Phoenix Splash de la part de Nathan Fraser. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait victoire de Fraxium, 2 matchs de victoire, même si il est vrai que je pense que clairement la blessure de Elton Prince nous a empêché de voir encore un peu plus d'un combat qui était déjà très bon. On espère que c'est simplement une petite blessure pour Elton Prince parce que ça avait l'air assez violent ce coup au niveau du visage. Nia Jax est sur le ring, elle est largement huée mais elle va remercier les fans présents dans la salle. Elle dit qu'elle voit qu'elle leur a manqué. Elle va vite être interrompue par la championne Tiffany Stratton. Stratton va prévenir Nia Jax, elle a changé, elle n'est plus la même catcheuse, elle est devenue championne, elle a battu Charlotte Flair à WrestleMania et elle pourrait battre Nia Jax à tout moment. Jax lui demande s'il s'agit d'un challenge, mais ce n'est pas le cas. Tiffany Stratton ne fait pas les matchs, mais elle affirme qu'elle pourrait défendre sa ceinture n'importe où et n'importe quand. Naomi va les interrompre, elle dit que Stratton et Jax ont fait de sa vie un enfer lorsqu'elle tentait de prendre la ceinture de championne à Jax l'année dernière. C'est elle qui a changé. Elle n'est plus la fille gentille qui se replie derrière Bianca Belair et qui laisse Jade Cargill lui voler sa place. Et justement, Jade Cargill va faire son arrivée et va s'en prendre à Naomi pendant que Tiffany Stratton et Nia Jax vont se battre en parallèle. Nick Aldis va arriver et va annoncer un match plus tard dans la soirée, Jade Cargill et Tiffany Stratton face à Nia Jax et Naomi. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée de réunir plusieurs histoires en une pour nous faire un match tag team. En plus de cela, on sait que Jade Cargill, Naomi ont aussi envie de prendre le titre de Tiffany Stratton, donc tout ça se rejoint très bien. Maintenant à voir ce que ça va donner et surtout à voir où ça va aller. Est-ce qu'on va repartir sur Naomi Jade Cargill avec un nouveau match entre les deux avec possiblement une stipulation? Est-ce qu'on aura un match à plusieurs pour le titre de Tiffany Stratton ou est-ce qu'on aura simplement Nia Jax face à Stratton? Il faudra encore attendre pour avoir des réponses à ces questions. Aleister Black fait son retour sur le ring de la WWE face aux Miz dans un combat d'un peu moins de 10 minutes et c'était un vrai bon match. J'attendais particulièrement ce combat parce que oui, c'est le
le premier match de retour de Aleister Black. Alors oui, certes, c'est face au Miz, mais on sait que The Miz, c'est plutôt une valeur sûre, donc tu sais à quoi t'attendre avec le Miz. Eh bien, c'était vraiment bien. J'ai vraiment adoré la performance d'Aleister Black, parce que oui, nos yeux étaient rivés sur Black, et pas forcément sur Miz. Mais oui, j'ai adoré ce qu'il a fait, je l'ai trouvé très rapide, je l'ai trouvé très fluide, très à l'aise, donc je ne sais pas si on aura un très bon Aleister Black dans les prochaines semaines, prochains mois, ça ne veut pas tout dire non plus, mais en tout cas, sa première performance du côté de SmackDown face à un Miz, c'était vraiment pas mal. Et j'espère bien sûr en voir plus. Il y a 2-3 moments clés pendant le match, j'ai notamment un énorme coup de genou out of nowhere à l'extérieur du ring de la part d'Aleister Black qui était magnifique. Et puis il y a un moment plutôt drôle mais qui fait sens, c'est lorsque The Miz veut enchaîner ses énormes coups sur le torse, ses énormes kicks sur le torse d'Aleister Black. Aleister Black il est mort de rire parce que oui, Aleister Black lui il frappe très fort et les coups du Miz ça ne lui fait rien. Il rigole après les coups du Miz et finalement après plusieurs interventions de Carmelo Hayes, Aleister Black va réussir à sortir son Black Mass et remporter ce match. On va d'ailleurs avoir un petit face-à-face entre Black et Hayes après le combat, ce qui veut nous dire qu'on aura forcément Hayes face à Black dans les prochaines semaines et ça pour le coup je l'attends ce match. Autant Miz face à Black c'est pas un match que j'attendais, Hayes face à Black, oui je veux voir ça. La nouvelle championne des États-Unis Zelina Vega fait face à Piper Niven. Chelsea Green voulait un rematch mais Nick Aldis a planifié ce combat face à Piper Niven et si Niven l'emporte elle aura le droit à une chance pour ce titre. Intéressant de noter que ça fait 2 semaines d'affilée que Aleister Black et Zelina Vega se suivent en termes de segments et de matchs. Les deux sont ensemble, si je ne dis pas n'importe quoi ils sont mariés aujourd'hui et donc c'est plutôt marrant de voir qu'à chaque fois leurs segments se suivent et j'imagine que ce n'est pas anodin. C'est un match qui va durer quasiment 10 minutes, il ne m'a pas vraiment emballé. Alors le public est plutôt investi et a envie de croire en Zelina Vega et d'ailleurs il faut croire en Vega parce que ce match elle se fait ultra dominer. C'est une énorme domination de la part de Piper Niven et moi ça m'intéresse pas énormément ce combat. Je n'y crois pas trop au comeback de Zelina Vega dans le match. Je trouve que ça manque d'impact, ça manque un peu de puissance, ça manque peut-être d'enthousiasme, je ne sais pas mais ça manque d'un truc. Du coup je ne suis pas hyper investi même si je reconnais qu'il y a 2-3 moments cool comme cet énorme DDT ou ce moonsault de la part de Vega, c'était plutôt sympa mais sinon ça ne m'emballe pas trop. On a encore une fin de match où Chelsea Green va vouloir intervenir mais Piper Niven va lui rentrer dedans. Zelina Vega va profiter de la situation pour porter un roll-up sur Niven et remporter ce match. On voit une Piper Niven très énervée après ce match. Alors est-ce qu'on utilise une énième tension entre Green et Piper Niven? Une énième parce qu'à chaque fois, à un moment donné, on a des tensions entre les deux, on a une défaite qui est écoutée par l'une ou par l'autre et du coup on a des petites tensions, ça arrive à chaque fois. Est-ce que cette fois-ci ça ira plus loin? Bonne question. Randy Orton est sur le ring. Orton savait dès le premier jour que Cena était quelqu'un d'arrogant, d'égocentré. Il le traite de marionnette avec qui le maître des poupées joue. John Cena n'a jamais prêté attention aux catcheurs dans les vestiaires ou au public. Seul son objectif personnel l'intéressait. C'est pour cela qu'il n'a jamais eu d'enfant et jamais fondé de famille. Orton questionne la loyauté et le respect de John Cena. Il assure qu'il fera tout pour que Cena ne mette pas fin à la lignée des Orton dans le catch. Il dit que John Cena n'est pas le dernier vrai champion, mais il dit que John Cena sera la dernière légende qu'il doit battre et qu'il doit mettre à terre. Et il promet de le faire du côté de Backlash le 10 mai prochain dans sa ville, devant sa famille, et lui promet aussi de lui porter un énorme pun kick. Mais avant cela, il assure qu'il va botter les fesses de Cena avec les 3 lettres les plus dangereuses du divertissement sportif, RKO. C'était une bonne promo de la part de Randy Orton et on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avait Cody Rhodes lorsqu'il était en feud avec John Cena. Le fait que John Cena ne soit pas là, ça t'empêche vraiment d'avancer un peu plus dans l'histoire. Et on sait que le match a déjà lieu la semaine prochaine, du coup tu ne vas pas pouvoir aller très loin et c'est bien dommage parce que quand je vois cet Orton là au micro, j'ai envie de le revoir au micro face à John Cena encore et encore parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à sortir de Orton et qu'il y a d'autres choses à sortir de John Cena. Mais malheureusement on se retrouve avec les mêmes problèmes que face à Cody Rhodes. John Cena n'est pas là, donc Randy Orton doit faire le boulot tout seul. Ce n'est pas évident, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien. Santos Escobar fait face à Rey Fenix dans un combat de 10 minutes. Santos Escobar veut que Rey Fenix le rejoigne dans son clan, et oui, parce que Rey Mysterio est blessé, et du coup on essaye de faire du recrutement du côté de Escobar, et c'était un superbe match. C'est un match qui va débuter avec un rythme assez particulier, parce qu'on sait que les deux sont capables de voltiger, de mettre un rythme assez dingue dans les matchs, et avoir ce côté lucha libre entre les deux, eh bien c'est pas du tout ce qu'on va avoir dans la première partie du match, où plutôt on va se mettre d'énormes atemi. D'ailleurs le public ne sait pas trop comment réagir à ce moment là parce que c'était pas du tout dans nos attentes, mais ça va frapper plutôt fort. Et puis après la première pub, dès que ça va partir, là ça part et c'est vraiment excellent. On a de fantastiques contres, on a un Rey Fenix à l'aise sur les cordes comme si de rien n'était. Moi ça m'impressionne toujours, ces catcheurs qui arrivent à monter d'une corde à une autre, qui arrivent à se projeter comme si c'était hyper facile alors que ça ne l'est pas, on le sait très bien. Mais oui, il y a de magnifiques
magnifique contre. Il y a un coup de genou encore une fois out of nowhere de la part de Santos Escobar. Et justement après ce coup de genou out of nowhere, Rey Fénix tombe au sol mais arrive avec un peu d'élan, un peu de courage à se relever et à mettre un énorme kick à Santos Escobar pour finalement s'écrouler derrière. C'est ce genre de moment que j'aime parce qu'on montre que c'est fait à l'énergie, que c'est fait au courage, mais qu'ensuite que tu n'as plus d'énergie justement et que tu restes au sol pendant des secondes et des secondes. Donc ça ne me gêne pas, ce no-selling à ce moment-là, c'est plutôt très bien exécuté. Le match va se terminer avec un magnifique top rope Meteora de la part de Rey Fénix sur Santos Escobar qui va remporter ce combat. Un Rey Fénix qui j'espère ne va pas trop souffrir de cette blessure de Rey Mysterio et qui va pouvoir avancer du côté de SmackDown. En tout cas c'est une bonne chose. Du côté de SmackDown on a des bons catcheurs et on les fait combattre dans des matchs assez longs. Encore une fois, la Andrade n'a pas été utilisé, mais si tu peux rajouter un Andrade dans l'équation et avoir un Melo encore qui catch encore plus, on en parlera en bilan, ça peut être vraiment très sympathique. Et dans le main event, Jade Cargill et Tiffany Stratton font face à Nia Jax et Naomi, un combat qui va durer une dizaine de minutes et il était pas mal. J'ai surtout aimé la deuxième partie du combat. La première partie du match, on va simplement remettre en avant les rivalités avec Nia Jax et Stratton qui vont se jeter dessus et Naomi et Jade Cargill qui vont faire de même. Sinon la deuxième partie est bien plus intéressante, notamment à partir du moment où Tiffany Stratton arrive à faire son hot tag alors que Cargill se faisait dominer sur le ring pendant plusieurs minutes. À partir de ce moment-là, c'est vraiment très cool et j'aime beaucoup encore une fois ce que fait Jade Cargill dans ce combat. Jade Cargill, ce qu'elle fait encore, c'est très intéressant et l'aura, le charisme qu'elle a est quand même assez dingue. Vraiment, il faut le dire, c'est assez phénoménal. On va jouer pas mal sur des tensions du côté de Naomi et de Nia Jax qui n'arrivent pas vraiment à s'entendre alors que Nia Jax avait fait la différence et était à deux doigts de porter son finish. Eh bien non, Naomi va rentrer sur le ring, ça va mal se passer pour elle. Ensuite c'est Jax qui va se projeter sur Tiffany Stratton et sur Naomi, ce qui va mettre KO Naomi. Jax se retrouve tout seul sur le ring et là Jade Cargill va faire la différence en portant une énorme powerbomb sur Nia Jax. Elle arrive à la porter et va faire le tombé gagnant pour remporter ce combat. Après le match, Cargill va poser avec le titre de Tiffany Stratton. J'adore l'attitude de Cargill à ce moment-là qui joue avec Tiffany Stratton. Ensuite Tiffany Stratton va récupérer son titre et c'est finalement Naomi qui va se jeter sur les deux et qui va poser à son tour avec ce titre pour terminer le show. On sait que la semaine prochaine il y aura un match pour devenir la nouvelle aspirante au titre numéro 1 de Stratton entre Nia Jax et Jade Cargill. Clairement c'est un match qui ne va pas se passer comme prévu. Avec une Naomi qui va être présente, c'est sûr et certain que ce match ne va pas se passer de manière normale. En tout cas tout ce qui se passe autour du titre de Tiffany Stratton m'intéresse plutôt. Cargill, Naomi, Jax, en vrai c'est plutôt pas mal et je dois le dire, c'est bien mieux que l'histoire avec Charlotte Flair. Bilan de ce SmackDown, et bien de mon côté on sera sur un 7,5 sur 10. J'ai globalement passé un bon moment devant ce show. J'aime beaucoup le fait qu'on ait donné du temps à des catcheurs très talentueux et il n'en manque pas du côté de SmackDown. C'est ça qu'on reproche à SmackDown. Le roster il est présent, t'as vraiment des gars talentueux et des femmes talentueuses, mais il faut les montrer. Et là quand tu vois Aleister Black combattre assez longtemps, Fraxium combattre assez longtemps, Rey Fénix combattre assez longtemps, eh bien oui, ça ne peut que faire du bien à ton roster, ça ne peut que faire du bien à ton show, clairement. Et je dis ça, mais t'as encore du Melo, t'as encore du Andrade qui peuvent combattre et rajouter de la qualité à ce show. Donc oui, ce show peut être vraiment de qualité, mais si tu fais un effort derrière. On sait que John Cena sera présent la semaine prochaine pour le dernier show avant Backlash, donc on peut espérer un dernier segment avec Randy Orton, ce qui est quand même bien dommage, hein. La construction entre les deux n'aura pas été vraiment géniale, et on aura donc le Jade Cargill face à Nia Jax pour déterminer la prochaine aspirante au titre de Tiffany Stratton, un match que j'attends vraiment. Je ne vais pas terminer là-dessus, je voulais simplement vous dire que oui, on va parler de la vague de licenciements du côté de la WWE. Une dizaine de noms ont été relâchés par la WWE, notamment du Braun Strowman, hein, c'est quand même plutôt un gros nom, un ancien champion WWE, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je n'ai pas envie d'en parler pendant quelques secondes. On en parlera demain. Demain, vous le savez, c'est les news WWE de la semaine et on en reparlera grandement, ne vous en faites pas. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain donc pour une nouvelle vidéo. Salut.